Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait des apparitions et contraintes familiales et professionnelles obligent. Mais maintenant, je suis de retour et les 3 dernières semaines où je n'étais pas du tout connecté, c'est dû au fait que j'ai eu la visite de mon père qui a quitté, il est venu se soigner en Afrique et excusez-moi, il est venu se soigner en France et il ne peut pas quand même, comment on appelle ça, faire un tour à Paris sans visiter ses enfants et sa famille qui réside en Europe. Donc, j'ai passé une semaine avec papa et ses petits-fils et on était, en tout cas, c'était un moment très merveilleux. Et les 2 autres semaines, non, c'était des contraintes purement personnelles. Le boulot, j'étais dans mes 5 jours de boulot par semaine et qui s'est terminé hier. Donc, cette semaine, je suis beaucoup libre parce que j'ai seulement que 2 jours à travailler pendant cette semaine-là. Ça doit être le jeudi et le vendredi. Et voilà. Donc, je profite de l'occasion pour ne serait-ce que partager quelques informations concernant la situation actuelle que nous vivons et la crise, comment on appelle ça, cette crise de l'Ukraine et de la Russie, et notamment de l'Europe avec la Russie. Et si on vit en Suède, et notamment en Europe, et étant des Africains, et nous ne sommes pas concernés, nous ne voyons pas, nous ne surveillons pas l'évolution de la situation géopolitique de ce pays, de ce continent, on risque d'être surpris. Et il y a des vérités qui sortent, et les vraies vérités ne sont pas diffusées sur les chaînes mainstream, mais sont diffusées sur les chaînes YouTube et d'autres canaux d'information qui permettent de pouvoir bien comprendre qui est actuellement en train de chercher à bousiller tout, à rendre la vie des citoyens beaucoup compliquée et qui est en train de chercher à régler la situation. Et je n'ai pas d'opinion à donner, mais il est quand même important que le peu de communauté que nous formons, et je suis sûr que tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne et aspirent à un jour venir vivre en Suède. Et par conséquent, nous devons quand même être informés de plus ou moins de comment cette situation, cette crise est en train, quelle tournure cette crise est en train de prendre. Donc, et pendant ces 3 semaines d'accalmie que j'ai eu, je suis tombé encore sur une interview qui vraiment, je ne pouvais pas garder ça tout seul. Il fallait nécessairement que je partage avec ma communauté. Et on va suivre l'interview et tu vas, comment dirais-je, aussi avoir ton opinion par rapport à la guerre actuellement qui se passe entre l'Occident général et la Russie. Parce que on le sait très bien que l'Ukraine, c'est juste un champ de bataille et qu'ils ont formé pour pouvoir se faire la peau. Donc voilà, l'interview dure au moins une cinquantaine de minutes, mais ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. Donc allez, on commence. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz des études sur la neutralité, et aujourd'hui je parle avec l'ambassadeur José A. Zorrilla. L'ambassadeur Zorrilla a rejoint le service diplomatique espagnol en 1973, devenant consul général à Milan, Shanghai et Moscou, et enfin ambassadeur d'Espagne en Géorgie en 2011. L'ambassadeur Zorrilla est également un cinéaste et scénariste passionné, ainsi qu'un analyste avisé des relations internationales. Par conséquent, aujourd'hui nous voulons parler de l'Espagne, de l'avenir de l'Europe
et de la diplomatie dans un monde multipolaire. Ambassadeur Zorrilla, bienvenue. The world. Ambassador Zorrilla, welcome. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission. Well, thank you very much for saying yes to Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté que je vous écrive un email. J'aimerais en savoir plus sur l'Espagne. Mais d'abord, je me demande vraiment ce que vous pensez de la situation actuelle. Situation vraiment horrible. Je veux dire, surtout en Ukraine, la guerre en Europe de l'Est. Pendant Là, c'est un ancien ambassadeur de l'Espagne qui, bon, il est d'origine espagnole, qui est en train de casser des papos. Des papos vraiment, il faut l'entendre pour vraiment comprendre exactement quels sont les enjeux qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, on continue toujours. longtemps, il y a eu un refus absolu de l'Occident, et surtout des États-Unis, de l'administration Biden, de même décrocher le téléphone et d'avoir une conversation avec leurs homologues russes. Et maintenant, tout cela se passe. Assistons-nous au retour de la diplomatie dans la politique mondiale? Are we seeing the return of diplomacy to world politics? Eh bien, en ce qui concerne la politique mondiale, je ne sais pas, mais certainement pour le scénario ukrainien, sans aucun doute. Et c'est une initiative bienvenue. C'est une très bonne idée, et elle n'aurait jamais dû être abandonnée. C'est difficile à croire. Souvenez-vous, à l'époque où l'Union soviétique existait et représentait une menace existentielle pour l'Occident, c'était en effet une menace existentielle, l'ambassadeur Chernomyrdin, qui a représenté son pays pendant très longtemps à Washington, avait une place réservée pour se garer au département d'État. Aujourd'hui, même pas de compte bancaire. Vous savez, l'ambassade de Russie en Espagne, par exemple, n'a pas de compte bancaire en raison des sanctions. C'est du jamais vu. Et je suis ravi de voir que finalement, les deux factions belligérantes ont décidé de se rencontrer en Arabie Saoudite. Mais vous vous rendez compte, tu te rends vraiment compte, donc depuis 3 ans, les sanctions que l'Union européenne a imposées à la Russie fait que même leurs ambassades dans les pays de l'Union européenne n'ont même plus de compte bancaire pour gérer les affaires courantes. Et comment ils ont pu survivre, comment ils ont pu contourner, la Russie a pu contourner ces sanctions et toujours et jusqu'à nos jours, c'est inimaginable et lui-même il est en train de le dire. C'est vraiment sans, il n'y a pas de mots pour qualifier ces sanctions-là. De toute façon, vous allez discuter, parler, ce qui est très bien, au lieu de, vous savez, simplement vous entretuer sur le champ de bataille par procuration ou non. Oui. C'est très bien. Vous savez, une grande partie de la discussion qui est sortie de Washington et de Bruxelles ces 3 dernières années a été que, oh non, l'OTAN n'est pas en guerre avec la Russie. Nous soutenons simplement la victime de l'agression. Et donc en disant qu'ils n'ont pas leur mot à dire, qu'ils ne peuvent pas pousser à des négociations. Êtes-vous d'accord pour dire que c'était le summum de la malhonnêteté? Do you agree that was the height of dishonesty? Pascal, this is a blatant lie. Pascal, c'est un mensonge flagrant. C'est un mensonge. En 1990 ou 1991, comme vous voulez, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, les États-Unis avaient un choix. L'un était le choix proposé par l'Allemagne. L'Allemagne s'est présentée avec une carte. Vous pouvez trouver la carte dessinée dans le livre de Mary Sarotte, Not One Inch, elle est là, dessinée. Et la sécurité de l'Eurasie allait de la Bretagne en France au Kirghizistan en Extrême-Orient. Donc c'était global, inclusif. Et l'alternative était celle des Américains avec l'OTAN. Les Américains ont rejeté catégoriquement la notion allemande parce qu'ils pensaient qu'elle était, entre guillemets, édentée. Donc il fallait que ce soit, oui, édenté. Il devait y avoir une sorcière. Il devait y avoir une sorcière. Et la sorcière était l'OTAN. Il devait y avoir une sorcière. Et tout cela venait de l'ancienne doctrine de l'impérialisme anglais, Mackinder. Jamais l'union entre l'Allemagne et la Russie. C'est tout. Deuxièmement, suivant les conseils de la Rand Corporation et de Wolfowitz, au lieu de créer une sécurité collective, ils ont essayé d'entrer dans tout le pays que l'Union soviétique a quitté, et ainsi finalement conquérir le monde, auquel ils étaient destinés par la destinée manifeste, qui est la base de leur politique depuis le début du 19e siècle. Eh bien, le résultat est visible pour tout le monde. Vous savez, des guerres sans fin, des crimes, du sang, du capital et 3 trillions. 3 trillions, c'est un an de déficit. En bref, une politique insoutenable. Et la fin, bien sûr, est arrivée avec Donald Trump. Maintenant, l'idée que nous avons une guerre mais que nous n'avons pas de guerre est hypocrite.
Pendant des années, de 1990 à 2014, le coup de Maïdan, les États-Unis ont financé et soutenu toutes les ONG et institutions possibles. Finance all possible NGOs and institutions. We saw preparing the coup that Nous avons vu la préparation du coup d'État qui a finalement eu lieu en 2014 avec le Maïdan. Yanukovych C'est faux. C'est totalement faux que Yanukovych était un épouvantail russe. Il ne l'était pas. Vous avez sûrement vu plus Donc, tu te rends vraiment compte maintenant que l'ONG USAID et USAID plutôt, ou USAID comme les anglophones eux-mêmes l'appellent, et Trump avec Elon Musk sont en train ils sont en train de couper ces financements actuellement. Et la preuve, c'est que cette organisation dite non gouvernementale pour soi-disant aider, en réalité, c'est une arme de guerre. Et c'est ce qu'il est en train de dire actuellement. C'est une arme de guerre. Maintenant, quel intérêt Donald Trump a pour pouvoir briser ou bien casser complètement les outils que son pays, les États-Unis, ont mis sur pied depuis des décennies pour contrôler le monde, pour façonner le monde à leur façon. Jusque-là, je ne sais pas, c'est une bonne chose pour nous, Africains, pour nous, pays du tiers-monde qui ne s'en sortent pas encore et cherchent à se relever. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est comme si, comme on dit un langage de chez nous, africain, qui dit que Donald Trump est en train de mettre du sable dans son propre gari, tu vois, et donc je ne sais pas quel type de politique il est en train de pouvoir, jusqu'où il compte aller avec ces politiques-là. C'est une très bonne chose que une ONG qui est censée officiellement porter de l'aide, mais officieusement est une arme de guerre, est en train de disparaître, et Dieu merci. plus d'une fois un concert de piano. Il y a une main gauche et une main droite. Quel était le but stratégique de Yanukovych? Il savait que l'Est était pro-russe et que l'Ouest ne l'était pas. L'idée était de faire en sorte que les deux sonnent harmonieusement. Maintenant, c'était un non-non pour les États-Unis. Ils voulaient une Ukraine unie sous l'influence de Kiev. Ukraine under the sway of Kiev. Kiev, of course, definitely welded. Bien sûr, cela a définitivement soudé les États-Unis d'Amérique. Maintenant, pour quiconque connaissant même superficiellement l'histoire de l'Ukraine, il était impossible que la partie orientale du pays obéisse aux ordres d'une élite qui considère leurs ancêtres et les fondateurs de la patrie comme les nazis, Stepan Bandera, Roman Shukevich, Konovalets, etc. et Stetsko. Impossible. Même, Kissinger l'a dit. Vous avez l'article. Si cela vous intéresse, vous êtes un professionnel. Henry Kissinger, dans le Washington Post, le 5 mars 2014, a publié un article et a dit que cela mènerait à des divisions territoriales et à une guerre civile. Maintenant, les États-Unis voulaient que la guerre continue parce que cela affaiblirait la Russie, que je ne sais pour quelle raison ils considèrent comme un danger, vous savez. Which I don't know by what reason they consider to be a danger, Other than, it's a very big country. It has 12 different. À part, vous savez, c'est un très grand pays. Il a 12 fuseaux horaires différents. À part cela, c'est un danger pour personne, vous savez. Pas que je sache. Ensuite, il y avait, vous savez, ça n'est pas du tout mentionné, mais c'est vrai. Et les sources de tout ce que je vais dire maintenant sont Victoria Nuland, Oleksiy Arestovich, qui était la main droite de Zelensky, et David Arakamia, un autre des grands noms de l'Ukraine, de la nouvelle Ukraine. Et ils ont dit et répété qu'un accord de paix avait été signé avec des initiales entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'ils sont allés à Washington. Et Washington a dit, comment se fait-il que vous ayez signé une paix? Qu'est-ce que c'est que ça? And Washington said, how come you sign a peace? What's this? And the others said, they're very innocent. Et les autres, ils sont très innocents. Les pauvres Ukrainiens étaient très innocents. Et ils ont dit, eh bien, Poutine ne veut aucun territoire, vous savez. Il n'a aucune ambition territoriale. La seule chose qu'il veut, c'est que nous ne rejoignions pas l'OTAN. Et puis Biden a dit, non, mais c'est l'objet de tout. C'est le but. Pas d'OTAN, pas de paix. Il y a la guerre, et nous vous donnerons tout le soutien nécessaire, et vous finirez par gagner. Non seulement ils ont fait cela, mais ils sont allés en Géorgie, et ils ont essayé de les convaincre d'ouvrir un deuxième front. La Géorgie a sagement dit non. Maintenant, Donc,
Donc là, et comment on appelle ça? Pour couper court, tu comprends? Tout le système qui est mis en place, c'est juste pour affaiblir la Russie. Parce que ils veulent démanteler complètement cette puissance-là, alors que c'est vraiment compliqué et c'est contre-productif. Non, dire qu'ils ont été attaqués sans raison par les Russes est franchement incompréhensible. By the Russians is quite frankly incomprehensible. But the most incomprehensible of all is that everybody in the Mais le plus incompréhensible de tout, c'est que tout le monde en Occident a participé, vous savez, à ce genre de mensonges. Donc tout le monde est d'accord pour dire que l'Ukraine était un pays normal, n'a rien fait de mal, rien ne s'est passé. Et puis un vampire des steppes, un cynique, Dracula, a envahi l'Ukraine. Ce n'est pas vrai. Un journaliste a demandé au directeur de la sécurité, « Désolé, accepterions-nous la militarisation de nos frontières ?» Et Salima a dit, « Bien sûr que non. Nous interviendrions de manière décisive. Donc ce que nous n'acceptons pas, la Russie doit l'accepter. Pourquoi? Évidemment, comme je l'ai dit auparavant, parce que nous sommes différents. Obviously, as I said before, because we are different. Vous entendez? Been chosen by God to extend. Nous avons été choisis par Dieu pour étendre le républicanisme et la démocratie dans le monde entier. Donc, nous sommes différents. De plus, les îles Salomon se trouvent à 9300 km de la côte des États-Unis. Les îles Salomon ont dit « Nous aimerions ouvrir une base chinoise ». Et le département d'État, 2 jours après, a dit « Jamais ». En considérant tous ces arguments, dire que Poutine a envahi sans raison est tout simplement incroyable. Ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, Trump, la nouvelle administration, commence à dire exactement, Pascal, ce que je vous dis. Donc vous écoutez Trump. So Voilà you are pourquoi, listening to Trump. bizarrement, moi, c'est une bonne Non. nouvelle. Nous avons vraiment, Maintenant, je quel veux est dire, l'objectif? nous avons eu une bataille de récits, n'est-ce pas? Et des gens comme nous, qui disions que c'était le summum de l'irresponsabilité. Arrêtez cette provocation et arrêtez l'escalade incroyable de ce conflit. Nous étions décriés comme des marionnettes de Poutine et nous étions décriés comme pro-russes et pro-Kremlin. Alors que tout ce que nous voulions, c'était arrêter les combats et parvenir à une sorte d'accord. Ce que je ne comprends pas, je veux dire, je comprends pourquoi l'administration Biden a fait cela. I do understand why the Biden administration did that. I do understand why people like Victoria Nuland Je comprends pourquoi des personnes comme Victoria Nuland et Anthony Blinken, dans leur état d'esprit, ont une mentalité néoconservatrice de « nous devons contrôler le monde » et rien de moins qu'une domination totale n'est suffisant. Je comprends comment cela a du sens pour eux. Ce que je ne comprends pas, ce sont les Européens. Comment ont-ils pu suivre? Et vous étiez un diplomate actif dans les années précédentes. Je veux dire, quel était le consensus? Ou quelle était la vision du corps diplomatique des Européens? Parce que je sais qu'ils se rencontrent, n'est-ce pas? Vous vous rencontrez entre vous. Quelle était la vision sur l'Ukraine et sur la Russie? Était-ce une progression lente vers ce récit stupide? Ou était-ce tout d'un coup et tout le monde était silencieux? or was it all of a sudden and everybody was silent? You ask a very difficult question to ask. And if Vous posez une question très difficile. Et si vous étiez plus âgé, je répondrais en latin, car il y a un très bon début en latin sur tout cela. Je ne sais pas. La même Allemagne qui a offert à la carte de l'Eurasie une sécurité globale. La même Allemagne qui a dit non, l'Ukraine et la Géorgie ne devraient pas faire partie de l'OTAN en 2008, a créé cette incroyable, je ne sais pas comment l'appeler, imposture, qui est Minsk, pour tromper la Russie, ce qui est incroyable. Je veux dire, ils ont créé Minsk avec l'idée de donner du temps à l'Ukraine pour s'armer. Maintenant, la philosophie de l'Union européenne est la paix. Ils donnaient du temps à l'Ukraine pour s'armer et aller à la guerre. Maintenant, vous me posez une question à laquelle je ne peux tout simplement pas répondre. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ce soudain renversement de fortune? can't answer. I don't know why. Why this sudden reversal of fortune? Why this sudden turncoat? I don't understand. Pourquoi ce revirement soudain? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Mais je dois dire que mes homologues en Europe, et surtout les gars au sommet, n'ont pas la moindre idée de stratégie. Ils ne savent rien. Ce sont une bande d'ignorants. J'insiste, ignorance totale. Et maintenant, ils ont mis le sort de l'Europe unie, pour ainsi dire, entre guillemets, entre les mains de gens qui détestent la Russie, comme les pays baltes et la Pologne. Maintenant, passons à la stratégie 101. Quel est le principe de la stratégie? L'intérêt. Défendre l'intérêt de votre pays. Maintenant, quel est le principal objectif des Baltes et de la Pologne? Détester la Russie. Maintenant, si vous basez votre stratégie sur l'intérêt, une fois que vos intérêts sont satisfaits, réalisés, il y a deux, ça se termine. Ça prend fin. The battle finishes, comes to an end. But if you hate, there is no way to satisfy. Mais si vous détestez, il n'y a aucun moyen de satisfaire votre haine. C'est comme l'intimidation. Je ne sais pas si vous connaissez la maladie qui remplit certaines personnes d'un appétit insatiable, la boulimie. Maintenant, quand vous mangez beaucoup,
quand vous mangez trop, vous n'essayez pas de satisfaire votre appétit. Vous essayez de satisfaire votre anxiété. Et l'anxiété ne peut pas être comblée ou satisfaite par la nourriture. Ici, c'est la même chose. Les pays baltes et la Pologne ne seront jamais satisfaits de notre politique envers la Russie parce qu'ils détestent la Russie. C'est aussi simple que ça. Ils détestent. Par conséquent, ce ne sont pas des pays stratégiques. Ils ne sont pas conçus comme une entité stratégique. Et par conséquent, ils sont incapables de conduire l'Union européenne à des conclusions sérieuses ou rationnelles. C'est le problème. Non. I No. I was wondering for a while that, this Je me suis demandé pendant un moment à propos de ce terme russophobie, qui existe depuis un certain temps, suggérant que les Européens sont russophobes et poursuivent donc ces politiques. Cela me semble en partie faux, parce que la phobie implique la peur. Et il ne semble pas y avoir de peur. S'il y avait une peur de la Russie, alors vous ne mèneriez pas de telles politiques autodestructrices qui pourraient potentiellement vous faire exploser par la chose que vous craignez, n'est-ce pas? Pensez-vous donc que cette idéologie de non pas peur de la Russie, mais haine de la Russie, est devenue... Elle a dû être là de manière latente tout le temps. Mais maintenant, il y a eu un moment où cela pouvait être vécu à nouveau par l'ensemble de l'Europe occidentale. could be lived out again by the entirety of Western Europe. Is this kind of a Est-ce une sorte de... Est-ce un complexe caché des Européens envers les Russes? Parce que depuis 250 ans, les Européens essayent de conquérir la Russie, et ils échouent à chaque fois. Qu'est-ce qui crée cela? Je veux dire, Napoléon l'Allemagne une fois, Hitler, tout le temps. Et les Russes disent, comme les gars, nous ne nous sentons pas en sécurité à côté de vous. Et puis les Européens, je veux dire, nos médias nous font croire que la Russie et Poutine sont les déraisonnables. Je veux dire, ces 200 dernières années, je ne comprends pas comment les Européens peuvent être si aveugles envers notre propre histoire avec les Russes. How the Europeans can be so blind toward our own history toward the Russians. Well, it has taken me a lot of time. Eh bien, vous savez, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à ces conclusions que je vous propose avec prudence. Mais la Russie est très grande. Si vous voulez dominer le monde, vous devez conquérir la Russie. C'était la philosophie de Napoléon, et c'est la philosophie des États-Unis. Nous voulons dominer le monde. Comment pouvons-nous dominer le monde si le centre de l'Eurasie n'est pas conquis? C'est impossible. Nous devons conquérir le monde. Point final. C'est clair. Et vous savez, il y a quelque chose qui est rarement mentionné, parce que les Britanniques sont convaincus qu'ils sont les meilleurs au monde. Il est vrai qu'ils ont leurs propres critiques, vous savez, les éminents victoriens, etc. Mais au bout du compte, ils pensent qu'ils ont toujours eu raison. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui est rarement mentionné. They were always right. Now, let me tell you something that is rarely mentioned. After Napoleon comes one of the most, I would say, Après Napoléon vient l'un des moments les plus, je dirais, sinistres et tristes de l'histoire de l'Occident. La Russie, un pays chrétien, était sur le point de conquérir la Turquie. Et alors, Istanbul, non, Constantinople, aurait été à nouveau chrétienne. L'Angleterre a empêché cela avec la guerre de Crimée. Si aujourd'hui, nous ne pouvons pas prier à Sainte-Sophie, si aujourd'hui les cloches ne sonnent pas dans cette ville, si ce n'est pas la Constantinople d'antan, c'est à cause de la guerre de Crimée. Et les Britanniques en sont très fiers parce que si vous allez à Londres, vous verrez toutes les statues des héros, entre guillemets, de Crimée là-haut, dans le mal. La guerre de l'opium, encore une fois, est différente. Mais les portraits des gars qui ont commis ce génocide sont à l'intérieur du Parlement. this genocide are inside Parliament. The paintings, the portraits of the guys who did this. But Les peintures, les portraits des gars qui ont fait ça. Mais revenons à la Russie. Si l'Angleterre avait adopté une pensée occidentale normale, lorsqu'ils ont vu que la Russie était sur le point de conquérir la Turquie, oui, les Romains, en fait pas la Turquie, l'Empire ottoman, s'ils avaient réagi à cela de manière chrétienne, normale, ils auraient permis aux Russes de conquérir Constantinople et de la transformer à nouveau en ville chrétienne. Et ne me dites pas qu'ils ne le savaient pas. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, quand ils étaient ennemis de la Turquie, ils ont externalisé la conquête de Constantinople à la Grèce. Et la Grèce a échoué. Donc ils savaient depuis le premier jour ce qu'ils faisaient. Sans aucun doute. C'est la première étape. C'est le premier, disons, chapitre. Napoléon, l'Angleterre, et puis encore la Seconde Guerre mondiale. The Second World War. There is something rarely mentioned, but Truman said, Il y a quelque chose de rarement mentionné, mais Truman a dit, entre guillemets, disons après la guerre, 20 millions de morts ne suffisent pas. Truman, Harry Truman. 20 millions de morts ne suffisent pas à affaiblir la Russie. C'est incroyable, mais vrai. Et lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, Zhirinovsky a dit « Gardez un œil surtout sur la Russie, car la Russie pourrait bien sûr redevenir puissante. » Et nous avons le témoignage, je ne sais pas si vous le savez, de Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs a aidé la Pologne, et la Maison-Blanche l'a appelé et a dit « Jeff, excellent travail, félicitations. »
D'accord. Great job. Maintenant, Jeffrey Sachs va à Moscou et fait quelque chose de très similaire. Et ils reçoivent un appel téléphonique. Jeff, qu'est-ce que tu fais? C'est un plan très similaire à celui de la Pologne. Et ils disent oui, mais la Pologne est un ami. La Russie ne l'est pas. Poland. And they say, yes, but Poland is a friend. Russia is not. Yeah. Oui, il raconte cette histoire de nombreuses fois. Many times over. Don't forget it. N'oubliez pas cela. Ils ont toujours été dans la ligne de mire. Toujours, toujours dans la ligne de mire. Parce qu'ils ont 12 fuseaux horaires différents. Si vous ne contrôlez pas ces 12 fuseaux horaires, vous ne pouvez pas contrôler le monde. C'est un fait. Ils sont un objet de désir. They're an object of desire. Wow. Do you blame the European Incredible. approach? Pensez-vous que l'approche européenne était principalement due au leadership politique? Let me say, from your experience, Où était-ce, permettez-moi de dire, d'après votre expérience avec vos homologues européens à l'époque des années 90, 2000, début des années 2010, les diplomates, le genre de diplomates professionnels, pas les nommés comme le fait les États-Unis, mais des diplomates professionnels qui commencent comme, disons, troisième secrétaire et gravissent les échelons, n'est-ce pas? Oui, ils ont une bonne connexion entre eux et ils forment en quelque sorte une communauté épistémique, n'est-ce pas, à travers les pays. Cette vision de la Russie était-elle partagée ou à l'époque était-elle beaucoup plus nuancée? La Russie faisait-elle partie du noyau diplomatique européen ou y avait-il toujours une division? diplomatic core, or was there always a division? I have a secret for you. Wow. I have a secret. J'ai un secret pour vous. J'ai un secret. Ce que vous et moi discutons ici, si ouvertement, et qui ressemble à de la propagande russe, est très répandu dans la communauté diplomatique. Parce que nous sommes des professionnels. Nous sommes des pros. Nous n'avons rien à voir avec la politique. Nous sommes au service de la politique. Nous savons tous très bien ce qui s'est passé à Istanbul. Nous savons tous qu'ils préparaient un coup d'État. Les Américains préparaient un coup d'État depuis environ 10 ans. Nous savons qui a reçu l'argent. Nous savons qui était derrière le coup d'État. Nous savons ce que Yanukovych voulait faire. Nous savons absolument tout. Et entre nous, libres de contraintes, nous parlons comme je parle avec vous. Tout est faux, Pascal. Tout est faux. Wow. I speak with you. All is false, Pascal. All is I, false. you know, Wow. I Vous savez, j'ai beaucoup remarqué cela parce que les diplomates sont des observateurs très très compétents. Ils ne peuvent souvent pas dire ces choses publiquement, mais ils les observent et ils le savent. Mais ensuite, parce que vous êtes les serviteurs des politiciens, n'est-ce pas, vous devez plier votre volonté selon les politiciens. Mais est-ce que cela est réellement connu parmi les diplomates? But is this known actually among the diplomats? Well, as I tell you, I became slightly. Eh bien, comme je vous le dis, je suis devenu légèrement, juste un peu célèbre en Espagne. Parce que, vous savez, j'ai dit que si j'étais un ambassadeur en service actif, je ne pourrais pas dire ce que je dis maintenant. C'est la vérité. Il en va de même pour les militaires. Ne pensez pas un instant que les militaires sont une bande d'idiots. Non, 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 non. Ils sont très intelligents et ils savent très bien ce qui se passe. En fait, une histoire personnelle. J'ai une très bonne relation avec un établissement militaire. Et un jour, nous déjeunions à l'école d'état-major. Donc la conversation, vous savez, s'est déroulée ainsi. Tout le monde était très poli. Rien d'intéressant n'a été mentionné, vous savez. Après le déjeuner, l'un des participants, l'un des invités, est venu avec moi et nous avons flâné un peu dans les rues de Madrid. Et tout à coup, il m'a dit, frontalement, « Ambassadeur, tout le monde dit que la Russie est notre ennemi. Everybody says that Russia is our enemy. Do we have to be part of this world at the price? Devons-nous faire partie de ce monde au prix d'un mensonge aussi flagrant? Allez comprendre. Alors nous savons tous. Nous savons tous. Mais si vous dites ce que je dis maintenant et que vous êtes sur le point de devenir général, vous pouvez oublier de devenir général. Si vous êtes un général 2 étoiles et que vous voulez devenir un général 3 étoiles, oubliez de dire cela. Vous ne pouvez pas. Et avec les ambassadeurs, c'est pareil. La Russie est mauvaise. Point final. Et même s'ils savent parfaitement que ce n'est pas le cas. Absolument. Donc ce sont deux couches différentes, vérité et non-vérité. C'est quelque chose qui franchement me dérange beaucoup parce que nous vivons. Non, je suis dépassé, je suis dépassé. Et tu sais, et je ne peux plus compter le nombre de fois que j'ai réécouté encore cette interview-là. Je ne peux pas te compter le nombre de fois. Donc, c'est arrivé jusqu'à ce niveau d'hypocrisie, de russophobie. On n'arrive pas à comprendre, on n'arrive vraiment pas à comprendre. Waouh! Waouh! Voilà le système dans lequel on vit. Vraiment, je suis vraiment dépassé.
Bon, pause un peu publicitaire. Si tu me découvres pour une toute première fois, je ne fais pas de la géopolitique, hein, et ma chaîne n'est pas une chaîne de géopolitique, mais on dit souvent, si tu ne fais pas la politique, elle finira par te faire. Et par conséquent, par moment, dans mes heures creux ou bien quand je suis au boulot, j'ai mes écouteurs dans l'oreillette et je peux écouter des émissions, je peux lire des livres et voilà. Donc, quand je tombe sur des interviews, quand je tombe sur des informations que je crois être utiles pour ma communauté, je n'hésite pas plutôt à partager avec ma communauté. Donc, la raison pour laquelle tu es en train de actuellement, comment on appelle ça, et suivre cette interview avec moi. Par conséquent, cette chaîne, je l'ai créée parce que pour les personnes qui vivent en Europe et qui ont la double nationalité et qui souhaiteraient s'expatrier en Suède, euh, qui veulent se donner une nouvelle vie, qui veulent changer quelque chose dans leur vie parce que qu'on le veuille ou pas, d'une part, quitter son milieu d'origine, quitte à vie naître et aller à un point B pour pouvoir améliorer ta vie, quelles que soient les politiques que les hommes vont mettre sur pied, ils ne vont jamais empêcher. Surtout Donald Trump, par exemple, ils ne pourront jamais interdire à quelqu'un qui ne se sent pas bien là où il est de se déplacer pour aller dans un point B pour se sentir à l'aise. Par conséquent, les hommes vont toujours se déplacer et il y aura toujours de l'expatriation, il y aura toujours de l'immigration. Donc, si la Suède est un pays de rêve pour toi où tu veux venir t'installer, tu veux venir te donner une nouvelle vie, et deux catégories de personnes que je maîtrise qui peuvent venir en Suède, c'est les binationaux déjà qui vivent déjà dans l'Union européenne et qui sont déjà des binationaux ou des résidents permanents de l'Union européenne. Si tu es de la diaspora africaine et tu vis en Europe et tu es déjà un résident permanent d'un des 27, tu es vraiment le bienvenu ici en Suède et cela va te permettre de te donner une nouvelle vie. Si par avant la vie que tu mènes dans ton pays d'accueil, dans ton premier pays d'accueil ne te plaît pas, et comme je l'ai dit, on ne peut jamais empêcher quelqu'un de se déplacer, ne serait-ce à l'enquête d'une nouvelle vie. Donc voilà le but en réalité de la chaîne. Actuellement, je suis en train de coacher une femme qui, d'ici là, le mois prochain, est en train de descendre et est en train de venir s'installer en Suède. Elle est française, d'origine gabonaise, et si elle me permet vraiment de rapidement passer en revue sa situation, je le ferai. Si elle s'installe, si tout va bien, je vais la faire passer sur la chaîne et elle va partager ses expériences, ses témoignages. Certes, ce n'est pas facile si tu n'as pas quelqu'un qui va te tenir par la main, qui va te guider, qui va te donner les conseils qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif. Et la Suède est un cercle vicieux pour pouvoir intégrer. Quand tu viens et tu n'as pas quelqu'un pour t'aider à décoder le système, ils vont te demander la lune pour te donner la terre. Quand tu viens avec la lune, ils vont te demander la terre pour te donner la lune. Voilà comment je résume en quelques mots le système suédois. Donc, il faut quelqu'un qui vit et qui maîtrise, qui peut te permettre de décoder, tu vois. Donc, voilà le but de la chaîne. Et je partage des conseils, des astuces, comment te permettre de trouver un logement facile, les villes dans lesquelles tu peux rapidement, tu peux pas facilement, mais
et moins difficile, c'est-à-dire le système, ça va te rendre la vie moins difficile de pouvoir t'intégrer. Les grandes villes oublient. Stockholm, Göteborg Stockholm, Gothenburg. Göteborg, c'est en suédois, donc je préfère dire ça en anglais. Gothenburg et Malmö sont les trois grandes métropoles de la Suède. Si vous voulez venir en Suède, à moins que vous avez déjà des attaches, des personnes qui vivent là-bas et qui peuvent vous aider. Mais si tu n'as personne, moi, quand je venais ici, je n'avais personne, et j'ai pu décoder le système pour rentrer dedans avec une carte de résident permanent de l'Italie qui m'a permis de rentrer ici. Par conséquent, ça va te... Et maintenant, comme un guide, une personne ressource qui peut te donner des conseils, ça va te permettre de gagner en temps et de gagner en énergie et d'épargner parce que tu risques de commettre des erreurs financières qui vont finalement te coûter très cher. Et la dame qui est en train d'arriver, elle en sait beaucoup. Le jour où elle va s'installer, on va tourner une vidéo ensemble par la grâce de Dieu et elle va te dire comment on appelle ça, ses impressions, comment elle est en train de vouloir s'installer. Donc, revenons à notre interview du jour et continuons les révélations chocs que cet ancien ambassadeur espagnol est en train de nous dire ici par rapport à la situation, la crise que nous vivons actuellement en Europe. Vivons dans une bulle de mensonges. Et c'est quelque chose qui m'est très difficile d'accepter. En laissant de côté le fait que des gens m'ont autrefois insulté et m'ont dit que j'avais reçu de l'argent de Poutine dans une publication quotidienne d'Espagne, d'importance, pas numérique, de quelque chose, papier. Je veux dire, c'est juste de la diffamation flagrante. Juste de la diffamation et des insultes envers les personnes qui ne sont pas d'accord. C'est aussi une partie du mécanisme de contrôle de l'opinion, n'est-ce pas? Qui essaye d'intimider les autres pour les soumettre. C'est une approche très très méchante. Mais ça fonctionne. Le fait est que ce que nous devons reconnaître, c'est que ça fonctionne. Cela fonctionne comme un outil pour s'assurer que vous avez la majorité de la population derrière vous, afin de mettre en œuvre des politiques si stupides qu'elles pourraient pulvériser le continent européen. Je veux dire, si les choses avaient pris une autre tournure et que des ogives nucléaires avaient commencé à voler, nous, Européens, serions morts. Peut-être avec les Russes, mais nous serions morts. Et nous étions prêts à le faire. De la même manière que l'OTAN a trouvé un moyen de mener une guerre par procuration avec une armée étrangère contre leur ennemi stratégique. Notre travail est donc d'expliquer comment cela est possible et de trouver des mécanismes pour l'empêcher à l'avenir, car ces gens sont des psychopathes. Avez-vous quelque chose à ajouter sur la façon de prévenir cela, ou sur ce qui a si horriblement mal tourné si l'intelligentsia comprenait réellement ce qui se passait, et que ce n'est pas l'intelligentsia qui guide le navire? C'est tout. Eh bien, vous avez très près de vous, à Wellington, en Nouvelle-Zélande, à l'Est, un professeur Van Jackson. Et il affirme que ce que faisait Biden était une sorte de keynésianisme militaire. Donc, comme vous le savez, Keynes disait que la façon de maintenir la marmite en ébullition était de dépenser beaucoup d'argent public dans les travaux publics. Biden a dit pas dans les travaux publics, mais dans les guerres et dans l'armée, et dans le complexe militaire. Très bonne idée. Maintenant, comment quelqu'un achète tout cela? Très simple. L'argent. L'argent. USAID, tous les médias du monde reçoivent de l'argent d'eux. CNN, New York Times, Washington Post, tout le monde. Ils inondent le monde d'argent. Et tout le monde, au final, croit que, l'Ukraine est un pays normal, innocent, vous savez. Et qu'elle a été attaquée par ce monstre qui se trouve être Vladimir Vladimirovitch Poutine. Maintenant, ils ont commodément oublié que, vous savez, les gars à la tête en Ukraine sont des gens qui se considèrent comme les héritiers de Bandera, Šuškevich, Stetsko. Ils ont tué 1,5 million de Juifs. Il y a un livre à ce sujet, un best-seller. Il s'appelle Bloodlands. Il a été écrit par Timothy Snyder. Il est très bien connu de tout le monde. Comment peuvent-ils nommer un stade du nom de Roman Šuškevich, un homme qui figure dans toutes les encyclopédies de l'Holocauste, un homme qui a détruit le ghetto de Ternopil?
Comment est-ce possible? Comment est-il possible qu'ils hissent les bannières du Blutenboden, les bannières rouges et noires? Les mêmes drapeaux qui flottaient dans l'air quand ils ont tué les gens, qu'ils ont tués. Le pogrom horrible. Vous pouvez le voir. Tout le monde peut le voir. C'est sur YouTube, vous savez, ce programme. Les drapeaux au conseil municipal, ces mêmes drapeaux flottaient là. C'est obscène, Pascal. C'est obscène. Je ne peux pas l'accepter, vous savez. It's obscene, Pascal. It's obscene. I can't accept it, No, it's very hard to even deal with it on an intellectual. Il est très difficile de traiter cela même sur un plan intellectuel. Puis-je vous interroger sur votre propre pays et sur l'Espagne? Parce que les pays qui ont beaucoup fait parler d'eux dans les médias à propos de la guerre en Ukraine étaient la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, même la Pologne et les pays baltes. Mais je n'ai rien entendu à propos de l'Espagne. Quelle a donc été l'approche de l'Espagne? S'est-elle simplement alignée ou y a-t-il eu une opposition significative? Was there any kind of meaningful Well, opposition? we follow suit. Americans say that it's our Nous avons suivi le mouvement. Les Américains disent que c'est notre ennemi. Nous appliquons les règles. C'est tout. Point final. L'Europe Maintenant, est ce qu'ils pensent chez eux quand ils prennent le petit déjeuner avec leurs épouses, c'est une autre histoire. C'est différent. Mais définitivement, nous suivons le mouvement comme tout le monde. Vous savez, les États-Unis ont décidé que Poutine est mauvais. Alors tout le monde dit que Poutine est mauvais. Maintenant, la question est l'inverse. Maintenant, la chose incroyable, vous savez, c'est qu'il y a un principe en droit international, la succession des États. international law, the succession of the states. So what Trump is doing now, Donc, ce que Trump fait maintenant devrait tenir compte du fait qu'avant lui, une autre administration a fait autre chose. Mais il est l'héritier de ces initiatives et stratégies. Mais ce n'est pas le cas. Quand Trump arrive et dit « D'accord », eh bien, non seulement je ne suis pas d'accord avec cela, mais je considère que l'Ukraine est complice de cette horrible guerre, ce qui est vrai, a été déclenchée par mon propre pays. which is true. Mais sans votre aide, Ukraine, la guerre n'aurait pas existé. Par conséquent, vous allez me rembourser tout l'argent que Biden vous a donné. Therefore, Oui, je pense que c'est la première fois dans l'histoire. yeah, I think this is the first time in history. Donc lui, il est I venu. don't know. I feel just so incredibly. Je ne sais pas. Je me sens tellement désolé pour l'Ukraine et la Russie. Je veux dire, c'était une guerre civile inutile. Et l'Espagne a traversé une guerre civile inutile. Et c'était horrible pour l'Espagne. C'était terrible. Et cela a causé beaucoup de souffrance pendant des décennies. Et ce sera la même chose ici. Et tout cela pour un grand jeu d'échecs. Parce que certaines personnes pensent que cela sera d'une manière ou d'une autre bénéfique pour leur carrière. C'est tellement difficile à comprendre. Somehow beneficial for their careers. It's so hard to fathom. It's clear that in the question of Il est clair que dans la question de l'Ukraine, la guerre est survenue parce que les États-Unis voulaient élargir l'OTAN et ils voulaient que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. this is the origin. C'est l'origine de tout. Parce que Poutine a été très clair. Je ne veux pas de territoire. La seule chose que je veux, c'est que vous ne rejoigniez pas l'OTAN. Point final. Et puis, les États-Unis ont dit, vous devez rejoindre l'OTAN, allez en guerre. Maintenant, si vous me demandez, pensez-vous que rejoindre l'OTAN pour un pays comme l'Ukraine devrait être la cause d'une guerre criminelle et brutale? Et maintenant, nous savons, grâce à Time It, vous savez, le périodique, très célèbre périodique, Père Drinan Lutzer, il y a longtemps, nous savons que Biden n'a jamais cru que la victoire était possible. Never believe that victory was possible. It's even more of a crime. It's even just war for C'est encore plus un crime. C'est même juste la guerre pour la guerre. Et la conversion d'un État qui fonctionnait, je veux dire un statut qui fonctionnait. Parce que lorsque lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, l'Ukraine a été placée dans une catégorie spéciale à traiter, parce que l'Occident comprenait que l'Ukraine est si spéciale, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir des arrangements spéciaux pour avoir des lieux de discussion, pour échanger, je veux dire, diplomatiquement. Et tout cela était clair. Et puis cela a été progressivement renversé. And then it was turned around bit by bit. Do you think that Pensez-vous qu'il y aura à nouveau de la confiance? Comment feriez-vous si vous étiez chargé de reconstruire la confiance entre l'Europe et la Russie pour y parvenir? Car à ce stade, je pense que la relation est tellement empoisonnée. Comment vivons-nous ensemble sur ce continent que nous partageons? How do we live together on this continent that we share? Well, Pascal, the situation is as follows. Geography is geography. Eh bien, Pascal, la situation est la suivante. La géographie est la géographie. Cela ne va pas changer. Par conséquent, nous devons revenir amis avec la Russie. Point final. Organized. Maintenant, si tout a été déclenché, organisé, financé et soutenu par les États-Unis et qu'ils ont trouvé un moyen de parler à la Russie avec plus de raison et de fondement, nous, pauvres pays européens, pouvons aller à Moscou pour réparer les liens. Ce n'est pas si difficile. Vous y allez et commencez à réparer les liens. D'accord, nous ne le pensions pas vraiment, vous savez. Okay. Je suis vraiment désolé. Nous supprimons les visas pour vous
pour commencer. Et très lentement, dans quelques années, nous serons à nouveau amis. Les choses ne seront probablement jamais les mêmes pendant longtemps, disons 10 ans ou quelque chose comme ça, mais rien ne dure éternellement. Souvenez-vous de Napoléon. Et ensuite, ils sont devenus de très bons amis avec la France. Ils ont signé la fameuse alliance entre la France et l'Empire russe. Russia, Russian Empire. That was the cause of the first. Well, it was not the cause, but anyway, one of the reasons. Ce n'était pas la cause de la Première Guerre mondiale, mais de toute façon, l'une des raisons de la Grande Guerre. Même si Napoléon avait attaqué la Russie, rien n'est éternel. Sur Facebook, après des années sans mentionner la Russie, de charmantes dames commencent à apparaître et disent « Savez-vous comment dire en russe ? Bonjour ?» Brillant. Et si vous voulez être plus formel, c'est, vous savez, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc cela vous donne une idée, vous savez. C'est inévitable. Ils sont proches de nous. Ils ont 12 fuseaux horaires. Nous devons être amis. C'est tout. Maintenant, comment les Russes peuvent-ils recevoir Madame Callas? Madame Callas, qui est notre pesque, vous savez, femme de la politique étrangère, a dit, eh bien, si Poutine perd la guerre, vous savez, ce sera bien parce que la Russie deviendra, vous savez, beaucoup de petits pays, et ce sera, vous savez, mieux pour tout le monde. Maintenant, si vous étiez le ministre des Affaires étrangères de la Russie, recevriez-vous cette personne? Non. Non, ce serait tout simplement impensable. Impensable. Comment un ministre des Affaires étrangères peut-il dire cela à propos de votre voisin? Vous savez, un voisin avec 12 fuseaux horaires différents, en défendant la division territoriale de ces gars par des moyens militaires. C'est une ignorance totale. C'est une ignorance totale. Mais j'ai une question de plus. Parce que vous étiez à Tbilissi en 2011, et c'était après la courte guerre entre la Russie et la Géorgie. Et c'était juste à un moment où Saakashvili a perdu le pouvoir, puis le rêve géorgien est arrivé au pouvoir, et il y a eu ce changement. Et la Géorgie était en quelque sorte une version précoce, ou aurait pu être une version précoce de l'Ukraine, avec une guerre beaucoup plus grande, n'est-ce pas? Mais cela s'est calmé. La population géorgienne, maintenant depuis 8 ans, plus de 8 ans, désolé, ça fait maintenant 12 ans, est très consciente que vous ne pouvez pas vous faire un ennemi de la Russie sans beaucoup souffrir, n'est-ce pas? Pour des raisons pragmatiques, ils ont décidé de ne pas remettre au pouvoir les forces qui transformeraient la Géorgie en un autre ennemi de la Russie, n'est-ce pas? Et ils ont toujours leurs problèmes. Ils veulent toujours récupérer leur région. Ils n'ont toujours pas de représentation diplomatique dans les pays de l'un et de l'autre, mais ils ne sont pas prêts à faire de la Russie un ennemi. C'est le retour du réalisme, je dirais, pour une population. Pensez-vous que le reste de l'Europe peut également revenir à une approche plus saine et à une manière de penser plus saine à propos de leurs voisins et ne pas tout diviser en bien contre mal, ce qui n'a jamais été le cas au départ? Ça va prendre assez de temps. Look at Romania. Absolument. Regardez la Roumanie. Ils ont vu ce qui arrive à un pays lorsqu'il décide d'aller à fond contre la Russie. La destruction s'ensuit. L'Ukraine est bien détruite pour les 100 prochaines années. Donc la Roumanie en prend certainement note. Et la Géorgie a très récemment dit qu'on lui avait proposé d'ouvrir un second front. Nous avons dit non, nous avons raison. L'Ukraine est détruite. Nous avions raison. Ce qui doit être critiqué et blâmé, c'est l'Union européenne. Car si la Géorgie ne condamne pas la Russie et ne sanctionne pas la Russie, elle ne fera pas partie de l'Union européenne, à laquelle 83% des Géorgiens aimeraient appartenir. Nous agissons comme un chien de garde. Je suis absolument contre cela, car je connais les Géorgiens. Tous veulent faire partie de l'Union européenne. Et l'Union européenne a dit, d'accord, condamnez la Russie, sanctionnez la Russie. Et ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Lorsque Saakashvili a été porté au pouvoir par un coup d'État, appelons un chat un coup d'État, le taux d'intérêt en Géorgie a grimpé à 25%. Dites-moi quelle économie peut fonctionner avec un taux d'intérêt de 25%? Eh bien, des ONG financées par les États-Unis ou des ONG financées par le National Endowment for Democracy. À part cela, rien à faire. Et les pays étaient isolés parce que l'interface avec le monde était la Russie. Si la Russie coupe les liens, alors ils sont perdus. Ils ne peuvent pas. Je veux dire, un minimum de réalisme rend impossible d'être 100% pro-américain. Ils doivent maintenir un équilibre. Après tout, le principe de bon voisinage est crucial dans les relations internationales. Le bon voisinage est totalement ignoré par les États-Unis, car tous les coups d'État par les États-Unis se déroulent précisément aux frontières de la Russie. C'est un blasphème en termes de relations internationales. C'est un blasphème. Vous ne pouvez pas faire ça.
Oui, et il y a eu plusieurs autres tentatives en Biélorussie et au Kazakhstan qui ont échoué ou qui ont en Arménie, en Yougoslavie au début, au Kirghizistan. Le Kirghizistan a produit une terrible, vous savez, lutte constante, lutte ethnique, affrontement ethnique constant entre Kirghizes et Ouzbeks. C'est définitivement inacceptable. Inacceptable. Pensez-vous que... J'espère que finalement Trump mettra fin à tout cela. Trump puts an end to this. Yeah. That would be very, very welcome. But Oui, ce serait très très bienvenu. Mais les Européens, Ok. ou les personnes au pouvoir en Europe, les dirigeants de plusieurs pays, pas tous mais plusieurs d'entre eux, ainsi que l'Union européenne, je veux dire la majorité d'entre eux, pas tous, mais la majorité des personnes dans l'Union européenne, appartiennent à un groupe très spécial de personnes de pensée, encore une fois, à une communauté épistémique. Et ils ont lié leur chance et toute leur carrière politique si étroitement aux États-Unis, que maintenant que les États-Unis s'éloignent, et non seulement s'éloignent, mais les poignardent dans le dos en faisant quelque chose avec ceux qu'ils croyaient être l'ennemi. Que pensez-vous que cela fera à ces personnes qui sont encore au pouvoir? what do you think will this do to these people who are still in power? They still have the possibility to wreck. Ils ont encore la possibilité de détruire la politique sur notre continent. Que pensez-vous qu'ils feront? Parce que jusqu'à ce que la prochaine génération arrive au pouvoir, nous devrons au moins passer encore 15 à 20 ans. Malheureusement, à moins que ces personnes ne soient massivement balayées par des élections populaires, elles vont rester et essayer de se venger. Que pensez-vous qu'il va se passer? Get revenge? What do you think that will happen? Well, only it's impossible. I mean, look. Eh bien, c'est impossible. Je veux dire, regardez, il faut parler doucement à la Pologne, parce qu'après tout, ils ont disparu 4 fois. Ils ont beaucoup souffert. Mais il faut expliquer doucement, avec sensibilité, à nos amis polonais. Regardez, vous dépensez beaucoup d'argent pour financer votre haine de la Russie. Mais faites attention, car pour être accepté à la table des grands, vous devez être parrainé par l'un des aînés. Pas d'aînés. Peu importe combien de millions vous dépensez, vous n'êtes rien. Et votre champion, qui était les États-Unis, a disparu. Donc tout l'argent que vous avez dépensé en armes équivaut à rien. Sans les États-Unis, rien. Que dire du Royaume-Uni? Eh bien, Starmer me fait penser à un majordome entre 2 emplois, parce que les États-Unis ont disparu. C'est un majordome, mais le duc est fini. Donc il ne sert personne. Quant à la France, eh bien c'est un président mourant. As to France, he's a dying president. So how to live? The dying Now, how president. about the others? You Il have est sur le point de partir. Maintenant, qu'en est-il des autres? Vous avez précisément cerné la question. Que va-t-on faire avec ces incroyables, vous savez, ignorants? Eh bien, franchement, je ne sais pas. Mais vous savez, pour eux, le sens de la honte doit être terrible. Ils ont passé la majeure partie de, disons, 10 ans à dire « Oh, comme c'est merveilleux, vous savez, les vêtements qui couvrent l'empereur. Or, argent, pierres précieuses, j'aime. » Et puis le satrape dit « Pourquoi dites-vous que mes vêtements sont merveilleux? Ne voyez-vous pas que je suis nu? C'est la situation. Que peuvent-ils faire maintenant? Ils sont totalement et complètement en disgrâce et hors de la réalité. Maintenant, ce qui peut arriver maintenant est à méditer pour tout le monde. C'est impossible à savoir. Je n'ai pas de bonnes vibrations. Je ne fais pas très confiance à tous ces gars. Donc je suis convaincu qu'ils ne feront pas ce qui est bon pour le bien commun. Mais ils essaieront de faire ce qui est bon pour leur postérité. for the common good, but they will try to do what is good for their posterity. Vraiment, que chacun fasse son opinion par rapport à la situation. C'est tout ce que moi je peux dire. Ça reste quelques minutes, mais les grands les parties clés ont été brossées. Et voilà. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de la position de l'ambassadeur, de l'ex-ambassadeur, et comment on appelle ça, et d'origine espagnole. Et il y a Jeffrey Sachs, le grand professeur universitaire et américain et conseiller beaucoup de chefs d'État de l'Occident et qui a donné une masterclass à l'Union européenne, au siège de l'Union européenne ici à Bruxelles. Et je vais faire passer l'interview et nous allons encore commenter cela pour ma prochaine vidéo. Et donc, si ce que je fais t'intéresse et pour me soutenir, et tu ne peux que t'abonner et partager la vidéo, donne un pouce bleu pour aider YouTube. L'algorithme de YouTube a beaucoup référencé et donner la visibilité à la chaîne. Et en tout cas, je dis quand même merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et qui ont fait
propulser un peu la chaîne. Les abonnés sont en train de s'augmenter et puis voilà, et on va lentement et sûrement. Donc sur ce, on se dit à la prochaine. Bonne journée.